Bonjour et bienvenue pour ce troisième cours consacré aux notions de SVT qui sont évoquées dans le programme d'enseignement scientifique commun en terminale. Nous verrons aujourd'hui une petite pastille vidéo consacrée à la place de l'homme au sein des primates. En effet, donc depuis l'apparition des primates il y a à peu près 65 millions d'années, l'homme a toujours cherché, depuis qu'il étudie son évolution, à se placer au sein de la grande famille des primates. En effet, nous avons des caractéristiques en commun avec tous les primates qui ont ou qui existent actuellement, et pourtant nous sommes une espèce à part entière. Donc on peut effectivement se poser la question de quels sont les primates les plus proches de nous, pourquoi sont-ils les plus proches de nous, et qu'est-ce que nous partageons avec eux de particulier. Pour cette étude, on peut comparer des caractères comme celui du squelette. On remarque que le squelette de l'homme présente des caractéristiques qui ne sont pas forcément toujours présentes chez les autres primates comme le chimpanzé. Ainsi, si on remarque que le squelette global du chimpanzé et de l'homme présente une structure similaire avec des os placés aux mêmes endroits ayant à peu près la même fonction, on remarque également qu'il existe des caractères spécifiques propres à notre genre. Notamment le fait qu'on ait un squelette qui permette une position verticale permanente, avec un pied n'ayant pas de pouce opposable, avec un bassin relativement court mais large, qui permet donc un maintien des viscères lors de la station bipède, etc. etc. Chez le chimpanzé, adapté à une vie plutôt arboricole et semi-bipède, le squelette aura une disposition qui permettra une facilitation de cette vie semi-arboricole. On a donc ici une adaptation du squelette propre au mode de vie de chacune des deux espèces. Ainsi, si on regarde différents représentants du genre Homo au sein des primates et qu'on compare le squelette, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une différence notable, notamment en termes de taille. Si on regarde le Pantroglodyte, le chimpanzé actuel, on remarque qu'il a une taille relativement plus faible que celle d'Homo sapiens actuel. On remarque également que cette taille est aussi en lien, a priori, avec la bipédie, qui est relativement partielle, très peu fréquente chez le chimpanzé, puisqu'il est à noter que la bipédie est surtout présente chez les jeunes chimpanzés, alors que l'adulte, lui, marchera de manière quadrupède. Chez l'homme, c'est un petit peu l'inverse, puisque les adultes vont avoir un mode de vie totalement bipède dès qu'ils auront appris à marcher au cours de leur croissance. Si on compare ces deux espèces actuelles avec des espèces qui, elles, sont fossiles et qui font partie de la lignée humaine, on remarque que les caractères sont un petit peu intermédiaires. En effet, on retrouvera chez l'Australopithèque, qui n'appartient pas au genre Homo, mais qui est un cousin un petit peu éloigné de notre lignée, on remarque une station verticale qui est existante. On remarque que la taille de l'individu est également relativement faible, et que s'il pouvait vraisemblablement se déplacer de manière bipède, cette bipédie était beaucoup plus chaloupée, c'est-à-dire que le corps se balançait beaucoup plus que ne peut le faire l'homme actuel lorsqu'il marche sur ses deux pattes arrière. Homo ergaster, qui donc est un représentant fossile, donc qui n'existe plus actuellement, du genre Homo, présente quant à lui de nombreuses similitudes avec l'Homo sapiens actuel, une taille relativement élevée, des membres antérieurs, les bras qui sont plus courts que les membres postérieurs, et une taille et une disposition du squelette qui est encore une fois adaptée à une bipédie quasiment permanente. Donc si on regarde uniquement le squelette, on s'aperçoit que notre genre, le genre Homo, présente des caractéristiques qui lui sont propres. Ces caractéristiques sont notamment liées à la station bipède permanente. Comme ce sont des innovations évolutives qui sont apparues au cours de l'évolution, on qualifiera ces caractères de caractères dérivés. A l'inverse, chez le chimpanzé et chez l'Australopithèque, que nous avons également pris comme exemple, ces caractères dérivés ne sont pas présents. On parlera de caractères dits ancestraux. Alors du coup, peut se poser la question de comment placer l'homme au sein des primates, puisqu'on s'aperçoit que le genre Homo possède des caractères dérivés qui lui sont propres, qui ne sont pas présents chez les chimpanzés ou chez d'autres espèces fossiles comme les australopithèques. Et donc on peut se demander qu'est-ce qui fait que nous sommes des primates, qu'est-ce qui fait que nous avons des liens de parenté plus ou moins étroits avec les autres primates qui existent actuellement. Donc pour étudier ça, il faut justement aller comparer des primates entre eux et comparer donc l'homme au sein de ces primates.
Nous allons utiliser pour cela ce que l'on appelle une matrice de caractères. Donc une matrice de caractères, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un tableau qui permet de comparer des caractères entre différentes espèces. Ici, nous avons des espèces de primates qui sont comparées entre elles, et nous essayons de déterminer si ces espèces possèdent des caractères ancestraux ou dérivés. Alors, pour déterminer cela, il faut parler donc du tupai. Le tupai que nous avons ici, eh bien, ne fait pas partie du groupe des primates. Il s'agit simplement d'un petit mammifère arboricole. Alors, s'il est présent malgré tout dans la matrice, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un extra-groupe. Lorsqu'on fait une matrice de caractères et lorsqu'on cherche à faire des liens de parenté, il faut toujours avoir un extra-groupe. Il servira de base de comparaison. Parce que chez le tupai, notamment, donc dans l'extra-groupe, il n'y aura que des caractères ancestraux. Aucun caractère dérivé ne seront présents chez l'extra-groupe. L'objectif sera donc, en comparant avec cet extra-groupe, de savoir quels sont les caractères dérivés présents chez les différentes espèces. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons déterminer quels sont les caractères dérivés qui sont présents chez l'homme notamment. Lorsque l'on regarde cette matrice, on s'aperçoit que l'homme possède 6 caractères dérivés. La présence du nez, l'existence de narines rapprochées, l'existence d'orbites fermées, de pouces opposables, une absence de queue et la présence d'ongles au bout des doigts. On s'aperçoit que le knuckle walking, qui a la capacité de se déplacer sur les membres antérieurs, eh bien, n'est pas présente chez l'homme. Pour ce caractère-là, l'espèce humaine possède donc un état dit ancestral. Il n'y aura ici, dans notre étude, que le chimpanzé et le gorille qui auront ce caractère dérivé. Alors maintenant qu'on a établi ça, eh bien, il va falloir donc faire une hiérarchie, et vu que l'on compare par rapport à l'homme, on va essayer de voir quelles sont les espèces qui possèdent le plus de caractères dérivés en commun avec l'homme. Alors le chimpanzé et le gorille, eh bien, on s'aperçoit que ce sont ces deux espèces-là qui possèdent en commun le plus de caractères dérivés avec l'homme. Ils en possèdent donc 6, qui sont finalement les 6 caractères dérivés que possède l'homme dans cette étude. Et après, de manière hiérarchique, eh bien, on retrouve le babouin et le macaque qui possèdent 5 caractères dérivés, le tarsier qui n'en possède que 3, et enfin le maquis qui possède 2 caractères dérivés seulement, avec l'espèce humaine actuelle. Encore une fois, le tupai étant extra-groupe, eh bien, ne possède aucun caractère dérivé, il ne fait pas partie du groupe des primates, et donc il n'a que des caractères ancestraux. Une fois ceci établi, on va donc pouvoir construire un arbre de parenté en représentant du coup un petit peu à la manière des groupes emboîtés quelles sont les espèces qui sont les plus proches les unes des autres. Ici dans notre étude, les deux espèces qui sont les plus proches l'une de l'autre sont le chimpanzé et le gorille, puisqu'ils possèdent 7 caractères, 7 états de caractères dérivés ici dans notre étude. Ce seront donc les deux espèces les plus proches les unes des autres. L'homme, avec ses 6 caractères en commun avec le chimpanzé et le gorille, sera donc l'espèce suivante, qui aura donc un ancêtre commun avec le chimpanzé et le gorille. On peut donc obtenir ce genre d'arbre de parenté où on retrouve effectivement les liens qui ont été établis grâce à la matrice de caractères. On peut replacer sur cet arbre de parenté les différents états dérivés, puisque c'est grâce à eux que nous avons construit l'arbre en question. Nous retrouverons donc à la base de l'arbre les caractères suivants, le pouce opposable et la présence d'ongles à l'extrémité des doigts. Ces deux caractères-là sont présents chez tous les primates de l'étude. La présence d'un pouce opposable est d'ailleurs le caractère qui fait que nous sommes des primates. C'est le caractère qui est commun à tous les primates actuels, quels qu'ils soient. Lorsqu'on remonte après dans l'arbre, eh bien, on va pouvoir replacer les autres caractères dérivés, avec l'apparition notamment du nez. Puis ensuite, l'apparition de nos autres caractères, les narines rapprochées et les orbites fermées. Alors, orbites fermées, petit point juste pour comprendre de quoi il s'agit. Lorsqu'on regarde ici la comparaison de 3 crânes, nous avons les deux premiers ici où les orbites sont ouvertes. On voit effectivement, ici et là, que le fond de l'orbite eh bien, va être percé de trous, tout simplement. Chez les primates qui ont des orbites fermées, comme nous par exemple, eh bien nous avons le fond de l'orbite, là où se place l'œil, qui est complètement fermé. Ensuite, nous allons pouvoir placer le dernier caractère dérivé que possède l'homme, le chimpanzé et le gorille, à savoir donc l'absence de queue. À signaler que l'absence d'un caractère peut être une innovation. Ici, l'absence d'une queue
eh bien, est lié à un mode de vie qui est beaucoup plus au sol et beaucoup plus bipède que les autres singes qui ont une vie plus arboricole. Et enfin, dernier caractère présent non pas chez l'homme mais chez le chimpanzé et le gorille, donc c'est le knuckle walking, qui est donc la capacité qu'ont le gorille et le chimpanzé à se déplacer en se servant de leurs membres antérieurs, mais en marchant sur les articulations ici des doigts. Donc c'est ce que l'on voit ici sur la représentation de ce squelette de chimpanzé. Donc grâce à la comparaison de quelques caractères morphologiques et anatomiques, eh bien, nous pouvons donc construire un petit arbre de parenté qui permet de placer l'homme au sein de différents primates. Nous voyons ici que l'homme possède beaucoup plus de liens de parenté avec le chimpanzé et le gorille. Il possède donc un ancêtre commun, qui est donc ici dans l'arbre, et qui est partagé par ces trois espèces. Autre bilan que l'on peut tirer de cet arbre, c'est bien sûr le caractère qui fait que nous sommes des primates. En effet, nous retrouvons chez tous les primates la présence donc d'un pouce opposable muni d'ongles à leur extrémité. Caractère qui est absent des autres groupes qui ne sont pas des primates. Donc ici, nous avons fait une étude basée sur des caractères morphologiques et anatomiques, par rapport aux organes notamment, qui sont portés par les individus. L'intérêt, et c'est ce que nous ferons dans une prochaine étude, sera d'aller étudier des caractères cette fois-ci qui sont génétiques. Mais ça sera pour un prochain cours. Merci de votre écoute et à une prochaine fois.